Bonjour Fabrice, Bonjour Emeline, comment ça va? nickel. Super. On se retrouve aujourd'hui donc pour l'investigation numéro 219 donc au niveau de l'Académie Grifasi, protocole numéro 219 dont tu ne connais pas le sujet? Ouais, absolument. Super, c'est génial. Je rappelle que cette investigation est faite dans plusieurs pays en même temps avec d'autres binômes et que ce protocole se fait en deux parties, une partie fixe avec des questions imposées et une partie un peu plus libre où je vais pouvoir revenir sur ce que tu auras perçu et ressenti. Est-ce que tu te sens prêt? Oh oui, Oh oui, ça c'est génial. Allez, installe-toi confortablement dans ton espace. Tu prends une grande inspiration et une grande expiration. Et je t'accompagne avec un décompte de 5 à 1. Et chaque palier sera une plongée dans tes propres profondeurs. 5. En cet instant, tu modules toutes tes fréquences de manière idéale pour toi maintenant, dans ton espace. 3. Ton corps se détend totalement. 4. Tout est calme et serein en toi. 5. Et tu plonges plus profondément. 3. 2. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. 1. Est-ce que tout va bien pour toi, Fabrice? oui. Oui, très bien. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu me dis s'il existe des voyageurs du temps, aussi appelés chrononautes. 1, 2 et 3. Alors tout de suite, je réponds oui. Oui, Et très oui, bien. c'est bien le mot chrononaute. D'accord. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose? J'ai une information qui dit qu'ils sont là depuis longtemps. Et D'accord. ils observent, le bon déroulé des espaces-temps. Des espaces-temps? Mm. D'accord, très bien. Autre chose? On peut passer à la prochaine question? Tu peux passer à la prochaine question. D'accord. Donc la deuxième question. Depuis combien de temps les voyages dans le temps sont-ils possibles? Depuis combien de temps sont-ils possibles? Alors, dans notre réalité, j'ai l'information pas encore, mais sur d'autres
sur d'autres plans depuis très longtemps. Est-ce que tu as une information précise ou pas? Bah, après, c'est pas l'humain qui a inventé le... J'ai l'information que c'est d'autres civilisations qui naviguent à travers des failles temporelles et elles les utilisent depuis plusieurs centaines de millions d'années. Ouais. Centaines de millions d'années. D'accord. Ouais. Très bien. Très bien. On va passer à la 3e question. Qui sont ceux qui peuvent voyager dans le temps? Même si tu as un peu répondu. Qui sont ceux qui peuvent voyager dans le temps? Alors, l'information que j'ai, c'est l'humain, pas encore, mais il y a d'autres civilisations qui le font. J'ai l'information que des civilisations ayant connu et connaissant encore actuellement la Terre et les humains qui nous regardent utilisent le voyage temporel, les failles pour se déplacer. À travers les époques, mais sinon, qui exactement? Il y a plusieurs civilisations. Il y a ce qu'on appelle les reptiliens, l'utilisent, une partie d'eux. Il y a parmi les... Il y a des pléiadiens aussi qui utilisent ça. Oui. Voilà l'information que j'ai pour l'instant. D'accord, très bien. On développera un peu plus tout à l'heure. On va passer à la 4e question. Dans quel but les chrononautes voyagent-ils dans le temps? Alors, il y a plusieurs, j'ai plusieurs infos. Il y a plusieurs, on va dire plusieurs chrononautes. Il y a les chrononautes qui veillent sur le bon déroulé des espaces-temps selon leur programme à eux, mais il y en a d'autres qui... Il y en a d'autres qui veillent aussi sur un autre programme. En fait, il y a plusieurs équipes, on va dire, chaque équipe est basée sur un programme, sur le bon déroulé d'une ou de plusieurs espaces-temps à la fois. Ce que je vois là, c'est plusieurs lignes de temps, mais plein. Et sur chaque ligne de temps a peut-être une ou plusieurs équipes de chrononautes qui veillent. Et s'il y a une guerre, il y a des confrontations parce que chacun veut que leur programme se déroule bien selon ce qu'ils veulent aussi mettre en place. Et donc, ça crée à chaque fois, il y a des potentialités qui s'ouvrent. Enfin, c'est tout je vois comme une énorme gare de triage de lignes de temps. Et enfin, il n'y a pas qu'une seule ligne qu'une seule équipe de chrononautes. Il y en a beaucoup. Et il y en a là-dedans, il y en a qui utilisent des failles, les failles cosmiques, mais de façon plus aléatoire, et ils se retrouvent dans des périodes beaucoup plus éloignées qu'ils ne pensaient. Enfin, l'image que j'ai, elle est très complexe. Il y a à chaque fois qu'il y a un chrononaute qui essaie de mettre en place, parce que l'autre a défait ce qu'il a fait, ça ouvre une autre potentialité, ça arrête pas. C'est exponentiel, ça. D'accord.
Donc il y a plusieurs pistes. Oh oui, oui, oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois? Mais le but on va dire chaque équipe a un but propre. Alors il y a un but de déstabilisation, je vois il y a un but de déstabilisation de la race humaine de contrôle. Il y en a un, c'est un autre but, c'est l'inverse, c'est vraiment protection et on veille à ce que la race humaine puisse évoluer. Il y a un autre but, c'est plutôt très, très sombre, il y en a mais tout ça, ce que je vois, c'est tout ça, c'est que derrière tout ça, tu as, c'est la vie. C'est la vie qui prend des multitudes de chemins possibles et les chrononautes, ont beau être, et influés sur une ligne de temps par moment, la vie trouve toujours quelque chose à une autre potentialité, on va dire que le chrononaute principal, le maître, c'est la vie. C'est Mmh, et c'est quoi qu'il arrive, il y a c'est elle qui contrôle. d'accord. Donc la vie est un chrononaute. La vie est partout, dans toutes les époques, dans tous les espaces-temps et c'est elle qui a le dernier mot. Très bien. Autre chose sur cette question? Sur les Non, buts des non. chrononautes? D'accord. On va passer à la cinquième question. Cherche et décris les techniques et les équipements qui permettent de voyager dans le temps à mon 3. 1, 2 et 3. Alors les techniques, que je perçois, c'est des techniques à base de, qui sont liées aux fréquences et aux vibrations. Hem et C'est-à-dire? il f il faudrait ça me montre un appareil, lié, il y a une liaison entre le pilote, ou le et l'appareil en lui-même. Il y a une liaison, énergétique, vibrationnelle entre les 2 et et ça permet d'avoir comme une fusion énergétique et à ce moment-là, le vaisseau peut, décrire ça, c'est, Comme tu le perçois. il doit y avoir une fusion entre le vaisseau, la machine et le pilote pour pouvoir intégrer, passer ces failles temporelles. Alors ce que je perçois, c'est que les failles temporelles, il y en a un peu partout, il y en a dans le système solaire, il y en a ailleurs, il y en a partout. Mmh et il faut pouvoir, les ouais, il faut pouvoir avoir une machine qui puisse rejoindre ces failles ou alors créer une faille sur terre, pour pouvoir franchir cette porte temporelle et les équipements, c'est vraiment vraiment lier la machine, heu, énergétiquement au pilote pour pouvoir avoir une symbiose. L'un ne peut pas partir sans l'autre et l'autre ne peut pas envoyer enfin, c'est les 2 qui voyagent, c'est les 2 parce que c'est une seule et même vibration et c'est le tout qui voyage, qui D'accord, traverse le temps. Après les équipements, il faudrait avoir un équipement qui permet cette liaison, et est-ce que tu en perçois des équipements? moi je perçois une combinaison, une combinaison, dans laquelle il y a énormément d'électrodes là, partout,
qui est lié à la machine ou au vaisseau. Il y a plusieurs types de joies. Il y a un vaisseau qui ressemble à une géométrie sacrée, qui peut se déplacer, mais en fait, elle bouge pas. C'est le temps qui se déplace. Après, je vois un autre équipement. C'est comme une porte. Ça génère un espèce de champ électromagnétique entre le pilote et la machine. Mais c'est pas forcément en géométrie sacrée. Je vois ça bouge. Enfin, ça bouge, c'est pareil. C'est le temps qui se déplace. La machine reste là. Il y a plusieurs types d'équipements. Je vois selon les équipes. T'en as, c'est fixe, t'en as, c'est carrément un vaisseau. Je vois un vaisseau dans l'espace qui rejoint une faille qui émet, qui génère une faille temporelle et puis qui passe au travers comme un portail. Maintenant, les samedis, oui, il y a ce genre d'équipement en cours d'élaboration sur Terre. D'accord. Tu as plus de précisions dessus? J'ai le mot, le CERN travaille dessus. D'accord. Très bien, on reviendra Euh, dessus. ouais. Autre chose? Hmm. Bah, j'ai des milliers d'informations, mais voilà, en condensé, c'est ce que je peux dire sur cette question. Très bien, on reviendra sur toutes ces informations. On passe à la question 6. Observe maintenant ce qui se passe sur notre ligne temporelle chaque fois qu'un voyageur temporel effectue des changements importants. Alors, à chaque fois que un voyageur fait ça, ça crée une autre potentialité. C'est exactement du même principe que en fait, quand vous êtes sur la route et vous croisez un vélo, il y a une voiture qui arrive en face. En général, ce qui se passe, c'est que vous croisez le vélo au moment où la voiture vous croise. Bon, bah, là, vous êtes avec ce qui peut se passer, c'est que vous êtes 5 minutes, enfin 5 secondes avant ce croisement de ces 3 personnes ou 5 secondes après. Il y a comme un nouvel embranchement qui s'est créé. Heu, donc ça crée une autre potentialité. Il y a une partie, et ce que je vois, c'est pas tout le monde, mais il y a une partie de l'humanité qui s'engouffre dans cette potentialité et une autre qui reste dans la potentialité qu'elle veut, qu'elle choisit. Et ça me parle d'effet Mandela. D'accord. Et on est tous créateurs de notre vie et on décide ou pas de suivre cette potentialité ou pas. C'est Mais ça se situe sur des plans beaucoup plus hauts que nous, quoi. Et en fait, il y a comme quand quelqu'un change comme ça, il y a comme une métabolisation qui se fait au niveau énergétique, historique, humanité, tout ça, une nouvelle métabolisation sur une ligne de temps qui se crée. Tout est normal. Enfin, je veux dire, les gens ont l'impression de vivre ça normalement. Et pour ceux qui ont choisi d'être 5 secondes avant ou 5 secondes après, eh ben,
ils ont aussi cet effet de tout est normal puisqu'ils sont sur une autre ligne de temps. Ça D'accord. crée comme un aiguillage en quelque sorte, voilà. Tu choisis ou pas de prendre cet aiguillage, mais je dirais c'est dans l'inconscient. Heu, ouais, je vois, vraiment deux chemins qui au moment où il y a une action importante, il y a 2 chemins qui s'ouvrent, tac et j'en vois quelques-uns, mais ça me dit à peu près 15 des gens qui suivent cette voie-là qui était celle au départ et tous les autres, ils s'engouffrent dans la nouvelle normalité qui est là. D'accord. OK. Très bien. On passe à la prochaine question. Observe et décris le champ gravitationnel au moment où un voyageur temporel se matérialise. Alors ce que je vois, c'est, ça crée comme une fluctuation dans le c'est comme s'il y avait un rideau de théâtre, Oui, qui était bien lisse, bien plat, avec sur lequel était projeté, ben, ce qu'on voit tous les jours, la ville, la campagne, peu importe et d'un seul coup, le rideau s'ouvre. Donc ça fait bouger le rideau, donc ça crée des ondes et la personne dans un espèce de portail ouvre et ça, et passe et hop, ça se referme et tout redevient comme avant. Ça génère une diffusion d'ondes, d'énergie, et je vois ça peut perturber tout ce qui est électricité, tout ce qui est, fréquences, électriques, électroniques. Même le corps humain, il peut ressentir des nausées, comme un étourdissement, mettons on est là, puis il y a quelqu'un qui arrive d'une autre époque, on peut ressentir vraiment une nausée, c'est comme un énorme choc électromagnétique, qui arrive maintenant. oui, Je j'essaie de voir si ça peut impacter beaucoup plus que ça, mais, là, ce que je vois, c'est que ça s'arrête sur, c'est assez, réduit, en fait, la zone. d'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois par rapport à ça? Mmh, la personne qui traverse en elle-même, ne ressent rien de particulier. C'est surtout mettons s'il y a un témoin qui est là, qui voit, il peut vraiment ressentir une gêne, une gêne, au niveau du corps. D'accord. Juste au niveau du corps? Heu, oui, des nausées, vraiment envie de vomir, tout ça, des étourdissements, presque, perte de conscience. Hem, après je vois s'il a des appareils électroniques sur lui, ben, un affolement du courant électrique, sur lui, quoi et aussi dans l'électricité que génère le corps, ça vient varier de façon brève, ça vient varier les pôles. D'accord. OK, super. On a fini maintenant avec la partie fixe. On va aller sur la partie d'exploration libre. Comment tu te sens, Fabrice? Tout va bien? Ouais, ça va. Très bien. On va revenir donc à la notion donc de ces civilisations. Tu disais, il y a plusieurs civilisations qui sont des chrononautes, hein, qui utilisent, ce procédé de voyage dans le temps. Est-ce que tu peux revenir à ces civilisations et voir si tu as plus de renseignements qui utilisent vraiment ce voyage dans le temps? Alors j'ai l'info, les reptiliens apparentés aux Kingu D'accord. qui l'utilisent. Il y a,
Je vois aussi ce qu'on appelait les Anunnaki. Il y a et donc certaines sont là depuis très, 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 très longtemps. D'accord, Et ont toujours voyagé comme ça. Certains ont gardé un œil bienveillant et ont juste été observateurs comme si, ils arrivaient, ils regardaient ce qui se passait, ils faisaient, un état des lieux et hop, ils repartaient, et d'autres sont vraiment là pour intervenir, échanger, et justement, c'est ce qu'on disait, tout à l'heure, changer ce qui va pas, d'accord. ce qui ne leur convient pas. Ce qui ne leur convient pas. D'accord, très bien. Donc on peut dire que ces voyages dans le temps ont vraiment, une cause à effet sur la vie, en fait, c'est ça? Ça a une cause à effet sur la vie, heu, oui, oui, mais il y a toujours un grain de sable, il y a toujours quelque chose que ouais, ça me dit: «C'est la vie qui décide», enfin l'expansion de la vie qui décide. Ils ont bon vouloir quelque chose, il y a un grain de sable qui est mis, et comme, la vie a tout son temps, enfin a tout, c'est pas grave si ça met des centaines de millions d'années ou à changer, mais il y a toujours un grain de sable, quelque chose qui fait que si eux interviennent, il y aura encore une modification à faire parce que ça ne suit pas. C'est pas du papier à musique, je dirais c'est aussi riche, c'est aussi riche que ce que propose la vie en général. Ils vont intervenir, changer quelque chose parce que ça leur convient pas, mais il faudra que de toute façon qu'ils réinterviennent parce qu'il y a eu un moment, une autre équipe qui a mis son grain de sable là-dedans, et encore une autre, et cetera, et en fait, c'est, c'est comme de la glace. C'est D'accord, comme s'il il y a un jeu, je sais plus lequel, il y a un jeu, on me montre, c'est une glace, et puis on essaye de tirer sur une cible et d'atteindre la cible, et puis c'est des gros palets, puis paf, il y en a un qui touche l'autre et l'autre va toucher quelqu'un, et ça fait comme ça, et en fait, on sait jamais à quel endroit va finir, notre truc. Là, ça c'est à peu près pareil, ils interviennent à un endroit en espérant que ça aille, faire ce qu'ils veulent, mais non, c'est dévié. Il y a toujours quelque chose qui vient empêcher d'accord, le bon déroulement de chaque opération, ce qui fait que c'est des interventions, non-stop. Parce que d'accord, donc tu veux derrière, dire tu as la vie qui est là, qui a le dernier mot, toujours. d'accord, donc tu es en train de dire que les voyages dans le temps, il y en a non-stop, en fait? Ces voyageurs dans le temps, il y en a non-stop Heu, partout? je les je vois pas de voyage dans le temps tous les jours, comme si tu allais à l'aéroport, mais il y en a, oui, il y en a depuis longtemps. D'accord, et dans ces civilisations, donc tu dis, donc qui sont ces chrononautes, est-ce qu'ils sont tous habilités à faire les voyages dans le temps ou c'est des équipes qui sont formées pour ça? Ou chaque être de ces civilisations a cette possibilité? Non, ça me dit c'est militaire à chaque fois. C'est militaire? Militaire et enfin militaire, oui. C'est, les scientifiques. Les scientifiques ont les militaires, c'est pour un but bien précis de contrôle, de prise de richesse, de guerre, de choses comme ça, et les scientifiques, c'est plus de l'observation et d'expérimentation. Hem et D'accord, c'est vraiment, on va dire, le
Non, tout le monde n'a pas accès à ces technologies dans ces civilisations-là. D'accord, donc c'est des personnes qui sont formées pour ça? Ça me parle de castes. Des castes? Par exemple, pour certaines populations, oui, des Pléiadiens, c'est des castes de voyageurs Donc qui ont est-ce que chez développé les ces technologies. d'accord, donc chez les Pléiadiens, ils ne sont pas tous, aptes à faire des voyages dans le temps? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est comme D'accord, c'est comme une guilde, et tout le monde ne fait pas ça. d'accord, Ouais, très bien, OK. On va passer à une autre question. Tu me parlais de guerre de confrontation oui, entre les chrononautes. Est-ce oui. que tu peux être un peu plus clair, plus précis sur ces guerres? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Pourquoi ils sont en guerre? C'est les civilisations qui sont en guerre? C'est tout ça, ça me dit, c'est du contrôle. Il y en a, ils veulent, préserver le libre arbitre, d'autres, ils veulent le contrôler et quand il y en a un qui fait quelque chose, l'autre essaye de le défaire dans un sens ou dans l'autre et ça fait par, alors je parle ici ce que je vois, c'est on me montre sur la planète, Terre. Oui, c'est ce que j'allais te demander de spécifier. Donc là, on est par rapport à ce qui se passe sur la planète Terre. Oui, Donc il y a des chrononautes, tu me dis, qui sont là aussi pour maintenir un équilibre? pour m c'est plus pour défaire ce que ceux qui veulent, avoir le contrôle et maîtriser libre arbitre, met en place. C'est pour défaire ça. Eux, ce qu'ils veulent, voir voir l'humanité, comment si elle était vraiment souveraine et libre, peut se débrouiller qu'est-ce qu'elle peut arriver à faire? Ça les intéresse. Les autres, ils veulent le contrôle et les richesses. Alors si tu te connectes à cette partie de civilisation qui veut une terre souveraine et libre, quelle est cette civilisation? Quels sont ces chrononautes qui cherchent Ça me ça? dit ça vient aussi des Pléiades Mmh. et j'ai le mot Majorus. Majorus, d'accord. Est-ce que tu as plus de renseignements sur ce mot Majorus? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Eux, ils sont là pour faire respecter le libre arbitre sur la planète, mais ils sont aussi là, c'est un peu des garde-fous. D'accord. Hem, Ils laissent faire, les autres, ceux qui veulent le contrôle et les richesses, parce que ça serait intervenir dans leur libre arbitre. Mais ce que fait cette partie qui veut les contrôler les richesses sur terre est contre le libre arbitre, donc ils défont pour laisser l'humanité, souveraine le plus possible. Ils n'interviennent pas dans la vie des humains, ils interviennent dans ce que fait l'autre. Ils rétablissent, ils réparent ce que l'autre a fait et Ils ce qui fait que contrent un c'est peu tout ce que les autres font, en fait, c'est ça? c'est ça. D'accord. Mais qu'est-ce que ça leur apporte à eux? Ça me dit c'est leur mission. C'est leur, et quelque part, ils sont aussi, ça me dit, ils sont garants de l'expansion de la vie dans ce secteur-là de l'univers.
Ah, Il d'accord. faut il faut que la vie puisse s'expanser Justement, et c'est en fait, c'est eux les grains de sable, c'est eux les grains de sable dont tu parlais tout à l'heure, la en vie partie, reprend possession en ouais, fait. ouais. D'accord, d'accord, très bien. Quel est le but en fait de donc si je comprends bien tout ce que tu perçois et ressens, est-ce qu'il y a, heu, quand la Terre qui est sous contrôle quelque part de programmes qui sont gérés par ces chrononautes? Est-ce que ma question était claire ou pas pour toi? Tu peux reformuler s'il te plaît? Oui, j'ai bien compris. Est-ce que les chrononautes ont un véritable impact sur les programmes, on va dire, de cette matrice dans laquelle on est? Hem, Ils ont un impact, les 2 ont un impact. Ceux qui veulent le contrôle et les richesses ont un impact, c'est eux qui tiennent c'est eux qui tiennent on va dire l'Occident, avec toutes ces toute cette civilisation politique, militaire et économique Mmh. et ils interviennent au niveau des puissants, ils changent, ils mettent en place d'autres choses et ils modifient si ça leur convient pas et les autres défont. Ce qu'on me montre, c'est que tous ces puissants-là, ils sont tous à la merci en fait des on a tous besoin d'un plus petit que soi et c'est exactement ça. Ces puissants ont besoin de main-d'œuvre, ont besoin de gens en dessous d'eux pour, effectuer certaines tâches et ces gens en dessous d'eux, certains sont des grains de sable qui sont soit des chrononautes, on va dire de l'équipe adverse, soit des gens qui sont mis, là par une suite d'événements, une suite de lignes de temps pour arriver à un endroit précis et faire, et mettre en place un grain de sable qui va gêner les autres. D'accord. Si on prend dans l'autre sens, c'est-à-dire à partir de la planète Terre, est-ce qu'il y a des humains qui sont en contact avec ces chrononautes, justement en pleine conscience? Regarde. Alors j'ai oui et non. Alors, Oui, regarde. oui, alors oui pour ceux qui sont dans le contrôle et dans la prise de richesse, c'est vraiment le contrôle. Il y en a qui sont en contact et non pour les autres. Donc c'est-à-dire que si on prend l'exemple des fameux Pléiadiens, les Majorus, eux ne sont pas en contact avec des humains pour, on va dire, entre guillemets, «travailler en équipe», entre guillemets. Non, samedi, ils évitent vraiment le contact. Ils se mettent, samedi, ils sont cachés et ils ont des technologies pour se cacher D'accord, et passer inaperçus. Mais par contre, ils savent très, très bien jouer avec, les lignes de temps et mettre en place des événements et des personnes pour qu'en fait, ces personnes-là fassent quelque chose plus tard qui va intervenir dans le respect du libre arbitre et de la vie et de l'expansion. d'accord. Donc d'un commun accord, aucun on va dire humain, être physique sur terre ne, entre guillemets, «ne travaille, n'œuvre» avec ces êtres-là. Mmh, avec les Les Majorus, non. les Majorus, d'accord, et des consciences humaines œuvrent avec les chrononautes d'autres Heu, civilisations, ouais, ceux qui sont dans le contrôle. D'accord, donc c'est ouais, en connaissance de cause, ils travaillent en binôme, en fait, pour gérer les programmes de heu, la matrice, c'est ça? oui et puis mettre en place
des lois, des gouvernements, des choses comme ça D'accord, très bien. et pour une certaine partie de l'humanité, cette partie-là n'a pas le libre arbitre. Elle est complètement sous contrôle et mmh et les autres, les majorus, ils veulent vraiment se débrouiller eux-mêmes et sur quoi ils agissent, c'est juste, vraiment des petits mouvements comme ça sur les lignes de temps et ça me montre parfois, c'est juste, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'humain. Ça peut être, juste quelque chose de climatique. Quelqu'un va décider enfin, ils voient vraiment les possibilités et ils interagissent sur la possibilité et comme ça, ils aiguillent. Hem, mais tout en sachant que la personne là a toujours la possibilité de changer, de voir. Mais ça se passe sur des dizaines et des dizaines d'années, c'est pas, Oui, je vois ça, c'est hyper long, quoi. très bien. OK. Tu déconnectes de ça. Tu disais que le CERN, tu voyais le CERN qui travaillait sur des techniques ou équipements pour pouvoir faire des voyages aussi, dans le temps. Qu'est-ce que tu en perçois? Ben, ça me parle de Porte des Étoiles, ils sont en train de alors au niveau technique, technologie, ils sont sur le point d'aboutir samedi, mais ils ont pas encore, compris la liaison énergétique entre, l'humain et l'humain, le voyageur et la machine. D'accord. C'est Il y a pas d'échange. Est-ce qu'il y a des échanges justement entre les civilisations, les chrononautes qui viennent pour contrôler et les gens avec qui ils œuvrent sur le plan humain? Il n'y a pas d'échange de technologie? si, si, il y a des échanges de technologie, mais c'est comme si la technologie qui était, entre guillemets «partagée» était obsolète pour ceux qui la partagent. C'est comme si on refilait des vieilles voitures des années 50, à une civilisation alors qu'on est en 2023. Quel est le but de ces êtres à ne pas, transmettre la vraie technologie pour les voyages, dans le temps? Le contrôle, Contrôle. le Mmh. contrôle. Avoir, avoir des coups d'avance. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, personne sur terre n'a fait de voyage dans le temps? J'ai un nom. D'accord. OK. Aujourd'hui, hein. Oui, aujourd'hui. Très bien, mais tu dis que c'est pas loin en fait, au niveau de la porte des étoiles, qu'il leur manque pas grand-chose? Techniquement, ils sont pas loin d'avoir abouti, mais il leur manque, c'est comme s'il leur manquait une pièce du puzzle pour, vraiment être complet. D'accord. Quel est le but du CERN de vouloir voyager dans le temps? Pour faire quoi? Alors en premier, j'ai la recherche, Mmh. rendre ça possible. Derrière, je vois, il y a des intérêts militaires. Oui. Autre chose ou pas? Hem, Après j'ai l'exploration. D'accord. OK. Il y a deux parties. Il y a les buts scientifiques vraiment qui est l'exploration et on va dire, mais l'exploration, ça me dit l'exploration maladive où on va même expérimenter des choses qui sont pas forcément bien et chouettes, mais on explore quand même pour voir ce que ça fait. Quitte à faire exploser la planète, mais on voilà et puis il y a, ça c'est la partie scientifique et
Et il y a la partie militaire qui, elle, compte bien pouvoir s'en servir un jour pour, pour déjouer, toujours pareil, être les plus forts. OK, d'accord. Déconnecte de ça maintenant. On va revenir sur cette notion, quand il y a un chrononaute, hein, qui franchit, notre ligne temporelle et les changements importants que ça induit, pour nous. Tu disais que ça change des potentialités. Est-ce que tu peux aller à un moment très important où il y a eu un changement de fait suite à un voyageur comme ça? Ça a été clair pour toi ma question? Oui, c'est assez clair, mais en fait, je vois, il y a plein de moments. D'accord, regarde un moment important, qui peut être assez important pour la planète ou un fait qui a été important, si tu en trouves un. Je sais pas, il y a quelque chose avec la tour Eiffel. Oui, regarde. Il y a, la tour Eiffel et l'exposition, universelle de 1900, ouais, 1900 je crois. D'accord, 1900 où, il y avait, il était question de la démonter après et en fait, il y a quelqu'un qui a intervenu. d'accord, Parce qu'il savait très bien qu'en laissant cette, tour, comme elle est, en la modifiant avec les années, on allait créer une antenne, une véritable antenne qui allait pouvoir, hem, diffuser et émettre des ondes, des énergies, des fréquences un peu spécifiques et cette je vois cette personne, elle a, elle a comme une intuition, quelque chose qui lui dit, «Faut pas le faire» et en fait, il y a un moment donné, il y a un chrononaute qui est là et il interagit avec lui. Il interagit avec lui ça me dit de façon télépathique d'accord, et donc ça et la pe produit quoi? la personne prend une décision, enfin, elle est dans le groupe qui décide ou pas si on la démonte ou pas et je vois, il y a Eiffel qui refuse et cette personne prend le parti d'Eiffel et comme il est décisionnaire, enfin, il fait partie des décisionnaires, bah, du coup là, Ça crée il ça démonte crée pas une et ça crée majorité. une majorité et du coup, il la laisse en place et dans le but après de la modifier et de faire, quelque chose d'autre que ce bel, monument métallique. Il décide d'en faire quelque chose de plus technologique et en fait, ça arrange. Je vois, ça arrange les chrononautes en faveur de la vie comme les autres. D'accord, et du coup, le fait que cette tour Eiffel soit restée en place, quel est son but aujourd'hui à cette tour Eiffel? À quoi elle sert? Elle diffuse pour l'instant, elle est pas encore à son plein potentiel, mais le but, c'est qu'elle diffuse vraiment une énergie, hem,
scalaire, ça me dit, pour pouvoir changer les consciences, changer les gens, les hypnotiser, les contrôler, quoi. C'était toujours le système de contrôle. Leur faire induire des pensées, des choses comme ça. D'accord, très bien. Donc Ok. c'est une technologie de contrôle qui a été choisie. Est-ce que tu as la Ça, source des chrononautes qui ont fait ce changement, induit ce changement pour la tour Eiffel? c'est reptilien, ça me dit. C'est OK, de nature d'accord. reptilienne. D'accord, très bien. Déconnecte de la tour Eiffel. Maintenant, on va venir par rapport, donc, au champ gravitationnel, hein, au moment où un voyageur se matérialise. Donc tu disais que ça crée des ondes, hein, différentes et que des chocs électromagnétiques. Pour le corps humain, donc ça génère des nausées, des vertiges. Est-ce que, quelqu'un a déjà vu vraiment un chrononaute se matérialiser? Est-ce qu'ils sont perceptibles à l'œil? Non, non. Hem, Par contre, des gens ont déjà ressenti cette sensation de vertige, de malaise et comme si d'un seul coup tout l'environnement, devenait un peu mou, malléable comme ça, comme si la réalité, faisait comme un mouvement comme ça. Les gens mettent ça sur les vertiges et sur les nausées, comme si leur vision devenait trouble, mais en fait, c'est vraiment ils voient vraiment le la réalité bouger et les chrononautes en question, ils sont sur une autre fréquence. D'accord. Donc, pas perceptible pour l'œil humain? Non, D'accord. hem, non, ça me dit non. D'accord. OK, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites rajouter, que tu as perçu par rapport à toute cette enquête? Mmh, heu, ça me dit que de toutes les façons, quoi qu'il arrive, c'est l'expansion de la vie qui prime et heu et rien d'autre, ne compte plus que ça dans cet, univers. D'accord, très bien. Merci beaucoup Fabrice. Tu te sens prêt à revenir? Ouais. Allez Fabrice, tu déconnectes de tout et de tous, totalement et complètement déconnecté de toute information et tu reviens avec le 1 dans ton propre espace, déconnecté de tout et de tous, dans ton espace, dans tes fréquences et tu t'amuses à donner de belles fréquences à toutes tes cellules et tes particules. Et avec le 2, tu réintègres totalement ta physicalité, ce corps physique que tu chéris de la tête aux pieds, dans cette densité, ici et maintenant. Et avec le 3, tu reviens parmi nous en ouvrant les yeux. Ça va Fabrice? Ouais, Ce voyage était-il agréable? j'ai voyagé dans le temps. Super, génial. Eh ben, je te remercie beaucoup. Merci à Merci, toi. au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.